Vous les gens comme vous n'apprenez jamais n'est-ce pas. La voix de l'agent claqua comme une gifle, chaque mot chargé de mépris. Marcus Johnson resta figer son café refroidissant dans sa main, tandis que la voix du présentateur résonnait depuis la télévision. Son cœur cognait dans sa poitrine, pressentant déjà l'horreur, avant que les mots ne tombent. Flash spécial Aisha Johnson, 19 ans, abattue lors d'un contrôle routier. L'écran afficha sa photo, sa petite fille devenue femme, mais toujours la même enfant qui lui tirait la manche pour qu'il admire ses dessins. Le rapport affirmait qu'elle avait résisté à l'arrestation, qu'elle avait ignoré les ordres. Mais Marcus savait. Sa fille était sourde. Elle n'avait rien pu entendre. Le silence de son appartement se fit étouffant alors qu'il serrait contre lui son vieux carnet à croquis usé au coin. Le rire silencieux d'Aïcha avait autrefois rempli ses murs de lumière. Il ne restait plus que l'ombre. La douleur l'envahit brûlante, mais en dessous vibrait une colère plus vive encore, l'injustice. Marcus avait jadis combattu pour la justice dans les tribunaux. Cette fois, il devait se battre pour sa fille. Marcus Johnson avait 46 ans. Ses tempes grisonnaient, souvenir visible des batailles menées dans les tribunaux et des nuits blanches passées à élever seule sa fille. Son appartement du South Side de Chicago était modeste, ses murs chargés d'étagères pleines de codes juridiques qu'il n'ouvrait plus et de toiles peintes par Aïcha, visage couleur et monde qu'elle inventait. Chaque matin, il répétait le même rituel. Préparer du café, ouvrir les rideaux, arroser la fougère qu'Aïcha avait exigé qu'il garde vivante. Elle lui avait appris que même dans les espaces étroits, la vie pouvait croître si on en prenait soin. Pour ses voisins, Marcus paraissait discret, réservé, presque sévère, mais en lui s'entassaient des cicatrices profondes. Des années plus tôt, après avoir combattu sans relâche comme avocat des droits civiques, il s'était retiré. Il croyait qu'une existence tranquille, enseignée à temps partiel, cuisinée le soir avec Aïcha, lire sur ses lèvres, pendant qu'elle signait ses rêves, la protégerait de la brutalité du monde. Mais le monde l'avait rattrapé. Il se souvenait de son courage lorsqu'elle haussait les épaules face aux moqueries, lorsqu'elle refusait d'être réduite à son silence. Elle voulait devenir artiste, disait-elle, pour montrer une beauté que nul ne pourrait ignorer. À présent, Marcus luttait avec un dilemme cruel, se taire comme la société l'attendait, ou se relever comme sa conscience l'exigeait. La douleur lui pesait dans la poitrine. Il ferma les yeux, serra contre lui son carnet à croquis. Le choix devint clair. Se taire serait la trahir. Combattre était le seul chemin. Il saisit son téléphone, composa le numéro de Lena Carter et murmura « Il est temps ». Le lendemain matin, Marcus se tenait devant le bureau du FBI au centre de Chicago, le vent froid tirant sur son manteau. Son reflet dans les portes vitrées le surprit vieilli, alourdi par le chagrin, mais les yeux brûlants d'une flamme qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il inspira profondément et entra. L'agent Sarah Nguyen l'accueillit dans le hall. Petite de taille, mais sa présence dégageait une force tranquille. Marcus lui remit le dossier qu'il avait préparé, les dossiers médicaux d'Aïcha, prouvant sa surdité, ses bulletins scolaires, même des témoignages de voisins confirmant qu'elle ne portait jamais d'armes. Ses mains tremblaient en parlant chaque mot écorchant sa douleur. Sarah écouta. Pas avec la distance bureaucratique habituelle, mais avec un silence qui respectait la souffrance. Monsieur Johnson, dit-elle doucement, je vais examiner ça. Mais, sachez-le, le service protège toujours les siens. Marcus acquiesça. Il le savait déjà. Plus tard, dans la journée, il fit face à l'agent Daniel Holt. L'homme épaules larges, cheveux coupés courts, uniforme impeccable, arborait un sourire arrogant. Il s'adossa à sa chaise comme si tout lui appartenait. « Elle a résisté, dit Holt froidement. Elle a cherché quelque chose sous le siège. J'ai suivi le protocole. » La mâchoire de Marcus se crispa. Il avait revu les images encore et encore. Aïcha n'avait rien d'autre dans cette voiture que son carnet à croquis. « Vous avez tiré sur une jeune fille de 19 ans qui ne pouvait pas vous entendre, dit Marcus d'une voix basse mais tremblante de colère. Les yeux de Holt s'illuminèrent d'une ironie glaciale. Peut-être que vous auriez dû mieux l'éduquer. Les mots frappèrent Marcus comme un poing. Il fit un pas en avant, mais la main ferme de Sarah retint son bras. La réunion se termina dans le vide. Dehors, Holt alluma une cigarette soufflant la fumée dans l'air glacial. En croisant Marcus, il se pencha pour chuchoter. Continuez à creuser, et vous le regretterez. Cette menace fit vibrer Marcus non de peur mais de rage. Rage contre l'arrogance d'un homme qui avait volé la vie de sa fille et comptait s'en sortir.
Ce soir-là, Marcus retrouva Lena Carter dans un petit dîner sombre qui sentait le bacon grillé et le café brûlé. Carnet ouvert, elle l'écoutait. « Ils vont enterrer ça », dit Marcus, la voix brisée mais ferme. « Il faut que les gens sachent qui est vraiment Holt. »« Alors on creuse », répondit Lena. « Plainte rapporte tout. S'il a recommencé, on le trouvera. » En une semaine, Lena révéla l'historique de Holt profilage racial, usage excessif de la force intimidation. Toutes les plaintes avaient été écartées, classées sans suite ou égarées. Protégé par son syndicat loué par le chef de police Holt, restait intouchable. Quand l'article sortit, Marcus sentit une brève lueur d'espoir. Peut-être cette fois la vérité serait entendue. Mais la riposte fut immédiate. Les médias le présentèrent comme un père endeuillé devenu militant. Les trolls en ligne l'inondèrent de menaces. Ses anciens collègues s'éloignèrent. Dans son quartier, certains murmuraient « Pourquoi il ne lâche pas ?» Le système s'était retourné contre lui. Pourtant, assis chez lui, devant le carnet d'Aïcha, Marcus serra les dents. Les dessins de soleil et de mains ouvertes semblaient l'appeler. Il murmura « Je ne m'arrêterai pas, ma fille. Pas tant qu'ils sauront. » L'appartement était trop silencieux. Marcus s'assit dans le noir, la seule lueur provenant de l'écran de son téléphone. Un autre email, une autre insulte. « Vous jouez toujours les victimes. » Il l'effaça, mais les mots restaient accrochés à sa peau, comme de la fumée. Il se souvenait des jours où son nom inspirait le respect dans les tribunaux, quand les jurés se penchaient en avant pour écouter ses plaidoiries. À l'époque, il avait des alliés, des collègues, un réseau de voix qui croyaient encore au changement. Aujourd'hui, silence. Les appels restaient sans réponse. Les anciens amis invoquaient de vagues excuses. Il n'était plus Marcus Johnson, avocat des droits civiques. Il était Marcus Johnson, père endeuillé, fauteur de troubles. Il pressa ses paumes contre ses yeux, le silence se faisant plus lourd encore. Le seul bruit était le froissement des pages, lorsqu'il ouvrit le carnet de croquis d'Aïcha. Un dessin représentait une femme seule dans une foule, les bras levés, dans un geste de défi. Aïcha l'avait dessiné après une manifestation, à laquelle ils avaient participé ensemble à 14 ans. Il se souvenait de son sourire, de ses mains rapides signant « Elle n'a pas peur ». Moi non plus. Marcus murmura dans l'obscurité « Moi non plus ». Mais au fond, la peur avait trouvé sa place. Le vandalisme avait été le premier coup. Cette nuit-là, il avait découvert les vitres de sa voiture, brisées des éclats scintillants comme des étoiles sur le trottoir. Sur le pare-brise, un mot écrit au marqueur « Abandonne, ou tu seras le prochain ». Il n'avait pas appelé la police. À quoi bon ? Il avait simplement collé les dessins d'Aïcha sur la vitre brisée, comme si son art pouvait le protéger. Le quartier autrefois familier était devenu hostile. Ceux qui le saluaient auparavant détournaient le regard. Les murmures l'accompagnaient à l'épicerie. Certains disaient qu'il attirait des ennuis, d'autres qu'il attisait le feu. Il voulait hurler « Ma fille est morte », mais les mots restaient coincés. Au dîner, Lena remarqua ses yeux vides. « Tu ne peux pas faire ça seule, dit-elle. »« Je le fais déjà, répondit Marcus. C'est moi contre la machine. » Elle posa sa main sur la sienne. « Alors je serai le grain de sable. » Il essaya de sourire, mais son visage resta figé. Les trolls, la nuit, devenaient plus violents. Des menaces, des photos détournées. Un message glaça son sang. « On sait où tu habites. » Il vérifia 2 fois 3 fois les verrous. Chaque craquement du parquet faisait bondir son cœur. Même Sarah Nguyen s'éloignait. Sa voix au téléphone était plus tendue. « J'essaie, Marcus murmura TL. Mais moi aussi on me surveille. » Le piège se refermait. Et pourtant Aïcha restait présente. Son carnet lui donnait l'impression qu'elle respirait encore. Un dessin montrait un champ de tournesol tourné vers le soleil. En dessous, elle avait écrit « Continue de lever les yeux ». Marcus passa ses doigts sur ces mots. La douleur était abyssale, mais sous la douleur brûlait une étincelle. Il avait survécu à des combats avant. Il survivrait encore. Mais le prix était lourd. La toux persistait, son sommeil se brisait en éclats, ses traits se creusaient. Le monde extérieur rugissait. Des manifestants scandaient son nom, des politiciens citaient Aïcha des inconnus, débattaient de sa vie sur les plateaux télé. Marcus seul à sa table serrait les poings. Il parlait d'elle, mais jamais avec lui. L'isolement était devenu son compagnon. Mais dans cet isolement, une vérité se durcissait, il n'avait plus rien à perdre. Et un homme qui n'a plus rien est l'homme le plus dangereux qui soit. La tempête éclata un mardi. Marcus était assis à sa table de cuisine, fixant le carnet d'Aïcha lorsque son téléphone vibra. C'était Lena. Sa voix était tendue, haletante. « Marcus ?»
Tu dois voir ça, tout de suite. » Elle envoya un lien. Marcus cliqua. L'écran s'emplit d'images tremblées granuleuses, une vidéo de caméra piéton. La voiture d'Aïcha. Les gyrophares. La voix de Holt cruelle, moqueuse. « Qu'est-ce qui ne va pas, gamine ? Tu as perdu ta langue. Ah non, tu m'entends même pas. » Il rit un rire que Marcus n'oublierait jamais. Puis le coup de feu. Le monde se déchira. Marcus suffoqua agrippant la table. Il avait toujours su mais voir entendre. C'était insoutenable. La vidéo se propagea comme un feu de forêt. L'indignation éclata. Des inconnus criaient son nom, des militants partageaient la preuve. Pour la première fois, Marcus sentit la marée tourner. Mais cela ne dura pas. Le soir même, la police déclara que la vidéo avait été truquée. Des porte-paroles dénoncèrent un montage malveillant visant à salir un officier décoré. Les plateformes supprimèrent le clip. Puis le coup final, Lena fut arrêtée pour obstruction d'enquête. On la sortit de chez elle en menottes, son ordinateur confisqué. Son visage pâle apparut à l'écran, criant aux caméras. La vérité est dans la vidéo. Marcus sentit le sol se dérober. Cette nuit-là, Sarah Nguyen lui donna rendez-vous. Dans un parking désert, elle lui tendit une clé USB. Ses mains tremblaient. « C'est une copie de la vidéo. » Avant qu'il ne la saisisse. « Je ne devrais pas avoir ça. » Marcus cligna des yeux. « Pourquoi me la donner ? Parce que moi je suis surveillé. Mais toi, tu n'as plus rien à perdre. » La clé pesait dans sa main comme du plomb. Preuve, justice, arme. Il rentra, la visionna encore. Chaque image brûlait sa mémoire. Le visage de Holt son rictus. Le silence d'Aïcha. Il comprit le système étoufferait cette vérité. Il fallait la libérer autrement. Il appela la rédaction de Lena. « Publiez ça, tout de suite. » Ils hésitèrent, craignant les poursuites. Alors, Marcus décida. Il mit la vidéo en ligne, lui-même partout. Réseaux sociaux, groupes cryptés activistes. Le fichier se répandit comme des étincelles. Le matin, la rue vibrait. Justice pour Aïcha. Holt acculé répliqua. À la télévision, il lança. « C'est une chasse aux sorcières. Cette fille était une menace. J'ai fait mon travail. » Mais les fissures apparaissaient. Un jeune policier envoya un message anonyme à Marcus. « J'ai vu Holt placer une preuve sur la scène. Je n'en dors plus. Dites-moi quoi faire. » Marcus relut 3 fois le cœur battant. Un témoin. Pas seulement la vidéo. Un témoignage de l'intérieur. Pour la première fois depuis la mort d'Aïcha, une lueur d'espoir violente et brûlante naquit en lui. Il serra la clé USB. La question n'était plus s'il agirait, mais comment. La ville n'était plus silencieuse. Quand la seconde vague de vidéos se répandit en ligne, les rues de Chicago tremblaient de voix. Les manifestants envahirent chaque bloc autour du commissariat. Ils brandissaient des pancartes ornées du sourire d'Aïcha, ses dessins imprimés sur des bannières flottant dans le vent. Les slogans résonnaient comme un battement de cœur. « Justice pour Aïcha, dites son nom !» Marcus se tenait en retrait, la poitrine lourde, pas seulement de chagrin, mais de responsabilité. Ce combat le dépassait désormais. Le silence de sa fille était devenu un cœur. Ce soir-là, les chaînes nationales, sous la pression, diffusèrent enfin l'intégralité de la vidéo. Les mots moqueurs de Holt, son rire cruel, le tir injustifié, tout défila sous les yeux du pays entier. Plus aucun mensonge ne pouvait le couvrir. Le lendemain, les gros titres éclatèrent. Le FBI ouvre une enquête sur la police de Chicago. Marcus s'assit dans le bureau de Sarah Nguyen. « Nous avons une brèche, dit-elle. Le ministère de la Justice ne peut plus ignorer ça. » Mais Holt, protégé par son syndicat, continuait d'afficher son arrogance. « Je reprendrai mon service dans une semaine, lança-t-il au journaliste. Jusqu'à ce que le jeune policier parle. Lors d'une conférence de presse, la voix tremblante mais ferme, il déclara « J'ai vu l'agent Holt placer des preuves. Je n'ai pas parlé. Je ne peux plus porter ce mensonge. » La salle explosa. Holt blêmit son assurance s'effritant. Quelques heures plus tard, des emails internes fuitèrent des ordres du chef, exigeant qu'on protège Holt et qu'on enterre les plaintes. Lena, enfin libérée, les publia. La corruption n'était plus cachée, elle était exposée. Les manifestations prirent de l'ampleur. Des enseignants quittèrent leur classe, des prêtres, ouvrirent leur église, des mères endeuillées, se joignirent à Marcus. Le procès s'ouvrit 6 mois plus tard. L'atmosphère était irrespirable. Holt, assis à la défense, paraissait moins sûr de lui. Marcus en face serrait le carnet de croquis d'Aïcha. La vidéo projetée devant le jury fit grimacer la salle. Le témoignage du jeune policier résonna comme un coup de tonnerre. Puis vint Marcus brandissant le carnet. « Voilà ce que ma fille portait. Pas une arme.
Un rêve. Elle voulait offrir de la beauté au monde. Elle a reçu la cruauté. Silence. Même le juge sembla ému. Quelques jours plus tard, le verdict tomba coupable. Holt fut condamné pour meurtre et falsification. Plusieurs agents furent renvoyés. Le chef démissionna. L'intouchable était tombé. Dehors, la foule exulta. Marcus fut acclamé en héros. Mais en lui, pas de triomphe. Seulement un soulagement amer. Rien ne ramènerait Aïcha. Pourtant, une chose était certaine, sa dignité avait été restaurée. Alors qu'il quittait le tribunal, Lena l'arrêta. « Tu as réussi ?» Marcus répondit « Non, nous avons réussi. Et ce n'est que le début. » Le jour où Holt fut menotté et conduit hors du tribunal, les marches étaient envahies de caméras et de slogans. La foule exultait, les journalistes parlaient d'une victoire historique. Pour beaucoup, c'était une victoire, mais pour Marcus, elle sonnait creux. En retrait, il serrait le carnet de croquis contre lui. L'homme qui avait tué sa fille irait en prison, mais la chaise vide à sa table de cuisine restait là. Aucun verdict ne pouvait combler ce silence. Le procès l'avait épuisé. Ses économies et les fonds qu'il avait gardés pour l'avenir d'Aïcha, tout y était passé. Sa santé s'était fragilisée aussi. Les insomnies creusaient de ses traits, la douleur pesait sur sa poitrine comme une enclume. Et puis Holt n'était qu'un homme. Le système lui continuait. D'autres agents, avec les mêmes antécédents, portaient encore l'uniforme. D'autres pères enterraient encore leurs enfants. Marcus savait que le combat dépassait de loin un seul procès. Un soir, Lena le retrouva au cimetière. Assis dans l'herbe devant la tombe d'Aïcha, il fixait l'horizon où la ville scintillait. « Tu devrais te reposer, dit-elle doucement. Tu en as assez fait. » Marcus secoua la tête. « Assez comment mesurer assez, Lena. Ma fille est morte, et elle n'était pas la première. » Sa voix trembla. « Je ne peux pas me reposer. Pas encore. » Elle posa une main sur son épaule. « Alors au moins, vis. Ne laisse pas ce chagrin être tout ce qui reste de toi. » Pour la première fois depuis des semaines, Marcus pleura à voix haute un son brisé. Il posa le carnet sur la pierre gravée suivant du doigt le nom de sa fille. La justice avait été rendue, mais jamais complète. Ce soir-là, il rentra lentement portant à la fois le poids de la perte et celui du devoir. La justice existait, oui, mais jamais simple, jamais parfaite. Les mois qui suivirent le procès apportèrent un étrange mélange de deuil et de changement. Chicago n'était plus la même. Des fresques d'Aïcha fleurissaient sur les murs de briques, son sourire peint en couleurs vives, ses mains levées en signe d'espoir. Son histoire déclencha des marches dans d'autres États, des pétitions pour la réforme, et des débats enflammés dans les mairies du pays. Les plaintes s'accumulèrent contre le département. Les associations de défense des droits civiques poussèrent plus fort, exigeant transparence et responsabilité. Peu à peu, des réformes naquirent nouveaux comités de surveillance, révision obligatoire des vidéos, et pour la première fois, une formation en langue des signes pour les policiers. Rien n'effaçait la douleur, mais c'était une graine semée dans la terre du sacrifice. Marcus, épuisé mais résolu, refusa les interviews. Il construisit autre chose plus discret. Avec l'aide de Lena, il lança la fondation Aïcha, un programme pour enseigner aux jeunes noirs sourds à créer de l'art et à s'en servir comme voix. Les murs du centre communautaire se couvrirent bientôt de peintures et de dessins échos de sa fille, portés par d'autres. À l'anniversaire de sa mort, Marcus balaya la cour du centre, puis déposa des fleurs fraîches au pied de sa fresque. Autour des enfants riaient leurs mains, signant leurs crayons d'encens. Il resta immobile, le balai appuyé contre sa jambe. Pour la première fois, une paix fragile s'éveilla en lui. Le rêve de sa fille vivait non plus dans le silence, mais dans la communauté. Le combat de Marcus Johnson nous rappelle que la justice n'est jamais simple, jamais parfaite, mais qu'elle devient possible quand la vérité éclate. Son courage a transformé la douleur en changement, et la voix de sa fille résonne désormais à travers l'art, les manifestations et les réformes. Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas s'arrêter ici. Cliquez sur la prochaine vidéo à l'écran pour découvrir la suite du parcours de Marcus. Partagez vos pensées en commentaire et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres récits de justice, de résilience et d'espoir. Votre voix fait vivre ces histoires.